Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. J'espère que vous allez très bien. J'espère que vous allez très bien. J'espère que vous allez très, très, très bien. Voilà, j'espère que vous allez très bien. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous massivement. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne. Voilà, abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement. Mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne. Mettez-vous en ligne. Mettez-vous en ligne. Partagez le direct et abonnez-vous sur ma page Guégué Complet. Abonnez-vous massivement. Taguez vos amis, demandez-leur de s'abonner sur ma page Guégué Complet. Voilà, pour suivre les directs. Pour suivre les directs. Vous savez que ce n'est pas tous les jours on fait des directs, mais voilà, on fait un direct 2 jours sur un. Hein? Voilà. Sinon que un jour sur deux, si on peut le dire ainsi. Donc, Henri Kwasi. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Abonnez-vous. Mais abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Abonnez-vous massivement. Ne vous inquiétez pas. Mettez-vous en ligne. Bon, nous allons rentrer dans le but du sujet parce qu'il se fait déjà tard. Hein? Il est déjà 0h28. Il est déjà 0h28. Voilà. Alors, bonsoir, bonsoir à tous et à tout temps pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Je suis l'incontournable Guégué complet tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas fourreau aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Modon, appelez-moi Boum laisse-moi mourir 5 heures plein droit, El Padrino, Camari de la Moudia. Alors, nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler de ce qui se passe en Ukraine. Oui, c'est très important de parler de ce qui se passe là-bas. Parce que je vois de nos jours que la majeure partie de la jeunesse africaine soutient, la jeunesse africaine soutient hein, la Russie. Même si certains dirigeants sont contre, la jeunesse, quant à elle, la majeure partie, je n'ai pas dit toute la jeunesse, voilà. Donc quand je dis la majeure partie, ça veut dire démocratiquement parlant, si on organisait une élection en Afrique pour dire que les jeunes n'ont qu'à s'exprimer entre la Russie et l'Occident, je pense que la Russie allait remporter la victoire. Et donc voilà pourquoi je dis la majeure partie de la jeunesse soutient la Russie. Mais d'autres sont inquiets. Beaucoup de jeunes m'envoient des messages pour dire ah Guégué, qu'est-ce qui se passe hein, sur le champ de bataille? On ne comprend plus rien, on dirait que ça ne va pas chez les Russes. Hein, la Russie perd du terrain et la Russie va perdre la guerre, ceci, cela. Oui, calmez-vous, hein, ne soyez pas dans les émotions. Ne soyez pas dans les émotions. C'est ça, c'est ça. Quand on dit conflit là, c'est ça. Il y a des bas et des hauts. Est-ce que vous comprenez? Quand on dit conflit là, il y a des bas et des hauts. C'est comme un combat de boxe. Quand vous êtes sur le ring, vous êtes deux adversaires. Tu ne peux pas prendre le dessus hein, tout à un moment donné. Tu peux prendre le dessus et à un moment donné, tu peux t'affaiblir. L'adversaire, il te donne des coups, il te donne des coups. Après, tu te relèves et tu lui donnes des coups. Et le bon moment vient et puis bon, tu lui donnes un coup KO. Hein, tu le mets au tapis. C'est comme ça. Donc, oui, la Russie a perdu la vie de Liman. Et il y a eu une contre-offensive ukrainienne dans la région de Kherson en ce moment. Ils ont réussi à percer la ligne de défense. Mais ceux qui ont percé cette ligne de défense ont perdu tout leur matériel de guerre. Parce que ce que je tiens à vous dire, le nord de la région, c'est-à-dire bon, le nord-est, c'est-à-dire la région de Kharkiv et celle de Donetsk,
sinon que la région de Kharkiv et ses environs. Les Russes n'avaient pas assez d'hommes. C'est un problème d'hommes, en fait, côté russe. Ce n'est pas une sorte de matériel. D'autres disent qu'ils n'ont pas de matériel. Non, ce n'est pas une question de matériel. Parce que la Russie a fait deux erreurs. Oui, elle a fait deux erreurs capitales. Et je vais énumérer ces deux erreurs que les Russes ont fait. Première erreur. La Russie, avant d'attaquer l'Ukraine, les Russes ont pensé que l'Ukraine allait être seule. L'Ukraine n'allait pas être aidée par l'Occident. Or, c'est un mauvais calcul. Parce que avant même cette opération spéciale, les Russes voyaient les Occidentaux qui envoyaient des milliers de trucs d'armes, des avions militaires, des cargos militaires qui partaient en Ukraine. Et donc, dès lors qu'ils ont vu, ils ont constaté que les Occidentaux avaient décidé de soutenir l'Ukraine, ils ne devraient même pas se poser la question pour dire, est-ce que si on intervient, est-ce que les Occidentaux vont intervenir ou ils ne vont pas intervenir? Ils devraient se mettre en tête que les Occidentaux devraient intervenir. Parce que eux, ils n'allaient pas donner, ils n'allaient pas faire espérer. Parce que si Zelensky se comportait comme ça, c'est qu'on lui avait donné des garanties pour dire, quel que soit ce qui se passera, on est avec toi. Donc les Russes devraient se mettre ça en tête. Donc dès les premières heures, ils devraient tout faire. Je dis bien, ils devraient tout faire pour neutraliser Kiev, la capitale ukrainienne. Avec des frappes massives, de missiles à longue portée, frappes de l'aviation et une attaque massive sur la capitale. Mais ils ne l'ont pas fait. Jusqu'à présent, ils n'ont jamais visé le leader ukrainien. Je ne sais pas pourquoi ils font ça. Si c'était les Américains il y a longtemps, ils allaient viser le leader. C'est lui-même, ils allaient s'apprendre à lui. Ils allaient s'apprendre à lui pour dire c'est lui là, c'est sur lui vous comptez, c'est lui qui est votre truc, je ne sais pas, votre bijou. Donc on va s'apprendre à lui pour régler son cas. Et quiconque voudra le remplacer, on va s'apprendre à ce dernier. Et donc à un moment donné, eux-mêmes ils vont avoir peur pour dire si on le remplace, ils vont s'apprendre à nous. Si on le remplace, ils vont s'apprendre. Donc à un moment donné, ils vont avoir peur de remplacer Zelensky. Mais les Russes ne s'apprennent pas à Zelensky. C'est-à-dire, Zelensky, c'est lui qui donne les ordres. C'est-à-dire, par son biais, les Occidentaux communiquent au reste du monde. Par son biais, les Occidentaux communiquent aux Ukrainiens. Et lui, il est là, il est le porte-parole, il vient, il parle. Ce qu'on lui demande de faire, il fait. Et les autres exécutent. Donc, quand c'est comme ça, il faut s'apprendre à l'individu en question. Il faut mater l'individu pour faire comprendre, pour donner une leçon aux autres Ukrainiens qui aimeraient remplacer cet individu et vous mettez en garde. Quiconque qui va oser remplacer cet individu, il va subir le même sort. Et quand c'est comme ça, c'est clair. Vous lui dites partout où tu seras, quel que soit l'endroit où tu seras, on va te traquer pour te neutraliser. Quand c'est comme ça, c'est un message qui est clair. Eux tous, ils vont avoir peur, ils vont commencer à vouloir négocier. C'est-à-dire le leader que les Occidentaux vont choisir, vous le neutralisez. Lui qui choisiront, vous le neutralisez. Et quand c'est comme ça, là, mais le pays sera désorganisé. Parce que s'il n'y a plus de leader, chacun va vouloir prendre le pouvoir là-bas. Chacun va vouloir devenir leader. Et quand c'est comme ça, mais l'Ukraine va se partager en petits groupes. Hein? Parce que chacun va mobiliser ses petits militaires pour... Au lieu de combattre, ils ne vont plus vouloir combattre. Ils vont vouloir chercher le pouvoir à Kiev. Ils vont vouloir devenir président. Et ça va se mélanger. Ça va changer leur programme. Et tant qu'il n'y a pas de leader, mais les Occidentaux ne vont plus emmener des armes. Ils vont dire, la situation n'est pas claire. On va envoyer des armes là. On donne les armes à qui? Qui est le nouveau leader? C'est celui-là. Et c'est comme ça. Et si vous aussi, vous avez votre leader, vous le boostez pour que lui aussi puisse revendiquer la prise de pouvoir. Et c'est comme ça, mais les Russes ne l'ont pas fait. Et donc ça, c'est une première erreur. Ils ont négligé l'aide occidentale dès le départ. Ils ont cru que les Occidentaux n'allaient pas intervenir. Sachant bel et bien qu'ils étaient conscients qu'il y avait des conseillers militaires occidentaux. Ils savaient que les Occidentaux avaient formé l'armée ukrainienne depuis 2014 jusqu'à ce que 2022 arrive. Ils formaient
l'armée ukrainienne. Et jusqu'à aujourd'hui, ils continuent de former l'armée ukrainienne. Donc les Russes ne devraient pas ignorer ça. Donc dès les premières heures, ils devraient même neutraliser le dirigeant ukrainien. Ou bien ils devraient neutraliser les grosses têtes qui dirigeaient l'État ukrainien. Ils devraient s'en prendre à eux d'abord. Ils ne l'ont pas fait. Ça, c'est une première erreur. Deuxième erreur. Pendant qu'ils ont lancé les opérations spéciales, avec une mobilisation de 200 000 soldats, c'est une erreur. Parce que les Américains, là, pour aller même attaquer l'Irak, ils n'étaient pas 200 000, ils étaient 500 000. L'Amérique, pour aller attaquer Saddam Hussein, c'est-à-dire un petit pays comme l'Irak, moins peuplé, comme j'ai dit, moins peuplé que l'Ukraine, parce que l'Irak, c'était entre 15 millions, pendant que les Américains les attaquaient. En 2000, si je me rappelle bien, je ne sais pas si c'est 2003 par là, l'Irak était à 15 millions d'habitants. Peut-être aujourd'hui, ils font maintenant 20 millions, 25 millions, mais ils étaient à 15 millions d'habitants. Pour que l'Irak, non, je dis l'Irak était à 15 millions d'habitants, excusez-moi, pour se faire attaquer par les Américains ont mobilisé environ 500 000 soldats, 30 000 soldats britanniques, hein? Plus quelques soldats ukrainiens, les Ukrainiens étaient aussi dedans. Et au moins 470 000 soldats américains, ils sont descendus dans les pays voisins. Avec l'aide même d'Israël. Israël avait aussi participé aux opérations. Donc les Américains n'ont pas négligé les trucs au Saddam Hussein. Hein. Ils n'ont pas dit non, ils sont au moins 15 millions d'habitants, c'est un pays qui n'est pas peuplé, ou bien c'est un pays arabe. Non, 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 eux là, ils ont mis le paquet. Ils savaient qu'il ne faut pas négliger un pays. Non, ils ont dit à Israël, il faut nous aider. Ils ont dit aux Britanniques, donnez-nous 30 000 soldats. Les Britanniques ont participé. Hein? Et puis, quelques pays de l'Europe de l'Est qui sont fanatiques des Américains, ils avaient aussi participé à cette opération militaire. Déclenchement des trucs de la guerre contre Saddam Hussein. Donc, avec l'Irak, si on mobilise 500 000 soldats, pourquoi la Russie mobilise? La Russie même, elle-même, elle a donné 170 000 soldats, plus les 30 000 soldats hein, des deux républiques, Lugansk et Donetsk. C'est ça qui faisait 200 000 soldats. Un pays comme l'Ukraine qui est en son sein 45 millions d'habitants, soutenu par les Occidentaux. Mais avant de mener une telle opération, il faut mettre le paquet. Ce ne sont pas des soldats qui manquent aux Russes. Vous avez 25 millions de réservistes. L'armée même russe vaut au moins 1 800 000 soldats. Je dis bien, l'armée vaut 1 800 000, sinon que 1 900 000, à peu près 2 millions. Pourquoi ne pas mettre le paquet? Dans ça, là, si vous prenez 500 000 individus, 500 000 militaires, pour dire, bon, on va les engager dès les premières heures. C'était pas bon. Maintenant, vous prenez 170 000 dedans seulement. Plus les gens du Donbass, 30 000. Et ça fait 200 000. Et vous dites, non, c'est une opération spéciale. Et pendant qu'ils ont engagé les hostilités, ils prenaient du terrain, mais ils n'ont pas pris le temps de former, c'est-à-dire s'ils ne voulaient pas puiser dans leur réserve, c'est-à-dire dans leur armée nationale, ils ne veulent pas prendre des soldats pour les amener, ok, il n'y a pas de souci. Mais au sein des réservistes, pendant que ça fleurissait de votre côté, pourquoi ils n'ont pas entrepris les démarches pour recruter quelques réservistes et les former pendant que les opérations étaient en cours? Ils devraient les former avant même avant ces 7 mois de d'opération spéciale. Dès le premier mois ou bien dès le deuxième mois, ils devraient déjà former certains réservistes qui, eux, ils connaissent le maniement des armes, mais il fallait les remettre à niveau. Donc, à partir du 2e mois, 3e mois, ils devraient déjà commencer à former d'autres réservistes pour leur demander de venir sur le champ de bataille. Même s'ils ne voulaient pas former beaucoup et qu'ils disaient, bon, on va former 100 000 pour augmenter les 200 000, ça allait faire 300 000, ça allait donner un poids colossal, mais ils ne l'ont pas fait.
Ils ont négligé, ils ont, bon, on n'a pas besoin d'assez de soldats, on laisse ça comme ça, comme on a beaucoup d'artillerie, ça va faire la différence. Oh, l'Ukraine, pendant ce temps, l'Ukraine a lancé un appel pour dire Légion internationale, quelque chose comme ça. Mais toutes sortes de trucs, de personnes se sont réunis pour aller là-bas. Les soldats de l'OTAN. Mais la Russie ignorait que les membres de l'OTAN, ils ne vont pas aider l'Ukraine en armes seulement. Même dans nos conflits en Afrique, s'ils envoient des mercenaires, là-bas, ce n'est pas en Ukraine, ils ne vont pas envoyer des mercenaires. Et ces mercenaires-là, ce n'est pas n'importe qui. Ce sont des combattants professionnels, ce sont des soldats qui ont déjà participé à des guerres des Occidentaux, qui maîtrisent certains terrains de trucs de guerre, qui vont amener là-bas. Ils ont aussi des milices. Bon, c'est qu'eux, ils appellent Wagner, là, et puis ils accusent la Russie, Wagner, là. Mais les Occidentaux aussi ont leurs paramilitaires. Mais il y a la Légion, comment on appelle ça, étrangère en France là-bas. Aux États-Unis, il y a truc. Donc, ce sont ces gens-là, ils envoient sur le terrain. Ils les envoient sur le terrain. Et même, ils envoient leurs propres soldats professionnels. Ils envoient leurs propres soldats professionnels, des gens qui ont déjà participé à des guerres. Parce que j'ai regardé une vidéo hier. J'ai regardé une vidéo hier où j'ai vu 2 Boeing américains, US Air Force One, chargés, bourrés de soldats américains, quittant les États-Unis, déjà armés. Et ils disent, eux, ils se dirigent en Ukraine. Et d'autres étaient déjà sur le terrain en Ukraine. Donc, ça veut dire que les Américains eux-mêmes, ils sont impliqués sur le terrain même. Ils sont déjà impliqués là-dedans. Les Ukrainiens, eux, ils sont plus nombreux. Ceux-mêmes qui combattent sur le terrain, ce sont plus... si on veut les comparer, ce sont plus... les soldats ukrainiens, ils sont plus nombreux en fait. Les soldats ukrainiens, ils sont maintenant au sein de cette armée internationale comme des petites milices. Ce sont les Polonais, les Lituaniens, les Français, les Canadiens, les Américains, les Turcs, tout ce que vous pouvez imaginer, les Anglais, c'est eux-mêmes qui sont sur le terrain. Donc c'est comme si ce sont des mercenaires de l'OTAN qui combattent la Russie. Est-ce que vous comprenez? Eux, pendant qu'ils combattaient, au début là, ils n'ont pas arrêté les trucs. Pendant qu'ils combattaient, ils formaient d'autres soldats. Est-ce que vous comprenez? Mais au début, on ne vous a pas montré en Angleterre où ils formaient des soldats pour aller sur le terrain pour combattre. Mais pendant ce temps, la Russie ne formait personne. La Russie disait, oh bon, on n'en a pas besoin. Et que ce qu'on a là, c'est suffisant, on peut les tourner. Et puis, truc, on peut les utiliser pour mener l'opération spéciale. On va aller lentement, mais sûrement. Mais pendant ce temps, les Occidentaux, eux, ils n'ont pas oublié. Ils formaient d'autres soldats, ils formaient, même quand tu es milicien, tu vas, ils te forment, ils te donnent des armes, tu t'en vas. Donc, les Russes ont fait une erreur sur ce point-là. Parce que quand tu veux remporter une victoire, il ne faut pas attendre. Dès lors que tu as constaté que le pays où tu t'as mené ton opération spéciale, tu n'as plus seulement affaire à ce pays, mais tu as affaire à une coalition de pays qui misent les dollars, des zéros, qui donnent des armes, qui forment des militaires, qui eux-mêmes ils donnent des mercenaires, ils donnent des renseignements, que ce soit par satellite, par avion, ils utilisent tout contre toi. Mais tu dois savoir que tu n'es plus en face d'un seul pays, tu es en face d'une coalition globale. Dès lors qu'ils envoient des systèmes de défense antiaérienne, mais qui utilise ces systèmes-là? Est-ce que ce sont les Ukrainiens pour maîtriser un système de défense? C'est pas en 2 mois on apprend ça. Il faut des mois et des mois pour apprendre des systèmes de défense antiaérienne. Mais en moins de trucs, ils envoient des systèmes de défense antiaérienne. Les Américains envoient des paquets, l'Allemagne envoie. Mais vous pensez qui pilote ces systèmes-là? Les radars de ces systèmes, qui lancent ces systèmes? Mais c'est
Ce sont les pays qui ont envoyé ça là-bas, qui donnent des militaires, qui maîtrisent, des spécialistes, qui maîtrisent ces systèmes. C'est eux qui sont aux commandes là-bas. Donc, comme Poutine a constaté que ces militaires n'étaient pas nombreux, ils étaient peu, pendant ce temps, les Occidentaux ont mobilisé beaucoup de personnes. Et ils ont fait une mobilisation d'1 million de soldats. Pendant ce temps, la Russie n'a pas cherché à mobiliser, n'a pas cherché à rassembler ses réservistes. Elle a mis assez de temps. Elle a cru qu'avec ses 200 000 hommes, elle pouvait faire front à 1 million de soldats. Or, parmi les 200 000, il y a d'autres qui sont blessés, qui ne peuvent plus combattre. Il y a d'autres qui sont morts. Et donc, du coup, parmi les 200 000, mais ce ne sont plus les 200 000 qui vont toujours rester. D'autres sont morts, d'autres sont blessés. Maintenant, les villes occupées, là, parmi les 200 000 soldats, là, d'autres doivent faire la sécurité de ces villes et d'autres doivent être au front. Et donc, du coup, à un moment donné, ça allait fragiliser l'armée russe. Et c'est ce qui se passe. Et puis, ils ont fait une troisième erreur. Lorsqu'ils gagnaient, ils avaient la victoire. Si Severodonetsk et Lysychansk, quand ils ont libéré ces deux villes, ils avaient l'avantage. Ils prenaient le dessus. Je ne sais pas qu'est-ce qui leur a piqué. Ils disent non, ils arrêtent les opérations. Et ils demandent aux soldats d'aller se reposer. D'aller auprès de leur famille, d'aller se reposer, que bon, ils vont arrêter les opérations pendant un certain nombre de temps. Mais attendez, tu as une opération spéciale. Tu arrêtes les opérations, pourquoi? Pendant que tu as l'avantage, des villes tombent. En un mois, ils ont fait tomber 2 villes. Severodonetsk et Lysychansk. Il restait la ville de Bakhmut. C'était pas loin. La ville de Bakhmut était proche. Slaviansk était de l'autre côté. Ils étaient proches là-bas. Kramatorsk était encore proche. Au lieu de lancer un assaut violent pour libérer, non, ils ont dit, bon, les soldats n'ont qu'à aller se reposer. Les Kékènes qui combattaient ont dit, bon, allez-y, rentrez à la maison, allez-y voir vos parents, restez là-bas. Et ils ont fixé la ligne comme ça. Hein, ils ont créé une ligne de défense et puis bon, ils n'attaquaient plus. Ils sont là et ils disent, bon, ils arrêtent les opérations. Mais pendant ce temps, au lieu de former des soldats, ils ne formaient pas de soldats. Ils étaient là, ils ne formaient pas. Pendant ce temps où ils avaient arrêté là, si Poutine avait lancé cette histoire, cet appel de mobilisation partielle, mais aujourd'hui, ils allaient avoir beaucoup de soldats. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont laissé les choses traîner. Pendant ce temps, les Occidentaux formaient les Ukrainiens. Ils ont mis leur industrie d'armement en marche. Hein? Ils ont mis ça en marche. Ça fabriquait des armes, des munitions et tout. Et le moment opportun, ils ont tout envoyé en Ukraine. Les hommes qu'ils ont formés, les mercenaires qu'ils ont donnés, eux-mêmes, ils ont donné des experts, des spécialistes et tout, ils ont envoyé. Et c'est là l'Ukraine a décidé de lancer une contre-offensive. Bon, on peut dire l'Ukraine parce que, je dis l'Ukraine parce que derrière l'Ukraine, je sais qu'il y a plusieurs pays, mais on utilise le mot Ukraine. A lancé maintenant plusieurs contre-offensives. Et là, la Russie prend conscience que non, elle n'a pas beaucoup de militaires. Envoie-moi ça. Donc, la Russie constate que elle n'a pas beaucoup de militaires. C'est ça la situation en fait. Voilà pourquoi Poutine, maintenant, il lance une mobilisation partielle. Mais il devrait le faire avant. Et donc ça, c'est une grosse erreur de la part des Russes. Ils ont fait une grosse erreur. Donc ces lignes de défense, il n'y a pas assez de militaires pour défendre ces lignes. Or, les Ukrainiens, eux, ils viennent en masse. L'objectif qui se sont fixés, l'objectif des Occidentaux, c'est que les Ukrainiens ont qu'à prendre beaucoup de villes avant l'hiver. Voici l'objectif.
Avant l'hiver, ils doivent prendre beaucoup de villes, ou bien ils doivent libérer hein, toutes les régions occupées par la Russie. Avant l'hiver, parce que en hiver, les combattants étrangers, là, ils ne sont pas habitués à la fraîcheur de là-bas. On dit il y a hiver et puis il y a hiver. Les combattants étrangers de l'OTAN, là, eux, là, ils ne sont pas habitués à cette histoire d'hiver. Ce n'est pas leur hiver de chez eux, de l'Europe ou de l'Ouest, ou bien un truc où il fait moins 1 degré, moins 2 degrés. Non, ça n'a rien à voir là-bas, là. Il fait moins les 30 degrés, moins les 20 degrés. Eux, là, ils ne sont pas habitués à ça. Ils ne sont pas habitués à ça. Oh, c'est eux-là qui gonflent l'armée ukrainienne. Donc, on ne peut pas leur demander de combattre en plein hiver. Est-ce que vous comprenez? On ne peut pas leur demander de combattre en plein hiver. Ils ne pourront pas tenir. Ils ne pourront pas tenir le champ de bataille en hiver. C'est-à-dire, quand décembre, janvier vont arriver là, ils ne pourront pas tenir. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent dans le paquet. C'est 1 million de soldats ukrainiens qui est déchaîné en ce moment. Même s'ils meurent, ils savent qu'ils meurent, mais ils sont conscients que les Russes n'ont pas assez de soldats sur le terrain. Et donc, ils mettent le paquet, même ils meurent par milliers, mais ils continuent. C'est ça qui leur permet d'avoir du terrain. C'est ça qui leur permet de faire tomber certaines villes. Malgré qu'ils meurent par milliers, mais ils savent qu'il faut ça, c'est un sacrifice en fait. Il faut ce sacrifice-là pour prendre ces villes. Sinon, s'ils ont peur des trucs de la perte des vies humaines, ils ne vont pas gagner. Parce qu'à chaque avancée, ils perdent au moins 300 ou 500 soldats par jour. Mais ils n'en ont rien à foutre. 300 à 500 soldats par jour qu'ils perdent. Ce n'est pas leur problème. Tous ceux qui meurent là, les Ukrainiens, ils savent que ce n'est pas leur problème. Ce ne sont pas les Ukrainiens qui meurent en pagaille comme ça. Ils savent que tous ces soldats qui meurent, d'autres vont les remplacer. Il s'agit d'une coalition globale. Une grande coalition des pays membres de l'OTAN. Donc, tant que ces pays sont là, il y aura toujours des soldats qui vont venir, qui vont être des chairs à canon. Donc, pour eux, là, les Ukrainiens, pour eux, ce n'est pas un problème. Ils soient des soldats, ce n'est pas un problème. Voilà pourquoi ils tiennent des discours guerriers. Ils savent qu'ils vont perdre beaucoup de soldats, d'autres vont venir. Tant que ces pays, les Occidentaux sont là, ils vont toujours envoyer des soldats pour aider les Ukrainiens. Donc voilà pourquoi les Ukrainiens, ils n'en ont rien à foutre. Sinon, si c'était uniquement les soldats ukrainiens, en voyant les pertes, ils vont dire non, 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 faut pas, on va aller, on n'a qu'à arrêter. Mais non, ils foncent. Donc ne vous inquiétez pas, ne soyons pas émotionnels. Ne soyons pas émotionnels. Parce que d'autres ont dit la mobilisation partielle qui se passe, les soldats vont être des chairs en canon. Parce qu'ils ne savent pas combattre, ceci, cela. Non, il ne s'agit pas des gens qui ne savent pas combattre. Ce sont des gens qui ont déjà fait l'armée. D'autres même avaient déjà fait la guerre en Tchétchénie. Ils avaient déjà participé à la guerre en Tchétchénie. D'autres ont participé à la guerre en Syrie. D'autres ont participé à certaines guerres sur d'autres terrains. Ce sont des gens qui savent manier les armes. Mais à un moment donné, ils ont décidé de quitter l'armée. Ils ont décidé de faire d'autres choses. Tu peux être militaire ou gendarme et à un moment donné, tu dis non, moi, je veux faire autre chose. Je veux faire mes business, je ne veux plus être dans l'armée. Cela ne veut pas dire que tu ne connais pas les armes. Tu sais bien manier les armes. Mais tu décides de changer de fonction. Mais tout le temps, si l'armée a besoin de toi, quel que soit tes business que tu fais, l'armée peut te rappeler pour dire on t'attend pour remplir ton devoir, puisque tu as été un jour militaire. Donc, ce sont ces personnes-là que l'armée russe rappelle, que le gouvernement a lancé un appel. Est-ce que vous comprenez? Mais comme ça fait un bon moment qu'ils avaient quitté l'armée et qu'ils étaient dans le monde dans lequel nous sommes, où ils font d'autres choses, ils se sont engagés dans d'autres métiers, mais il faut leur apprendre. Ah oui, parce que tu peux perdre la main.
C'est pas parce que tu as été militaire, tu n'es plus militaire pendant 5 ans, 6 ans ou 10 ans. Tu vas encore être... Non, il faut leur réapprendre certaines techniques. Et donc, quand c'est comme ça, ces gens-là, ils se souviennent vite. C'est pas quelqu'un qui est ignorant des armes et puis tu le prends et tu le formes, non. C'est des gens qui connaissaient déjà les armes, donc ça va vite. Mais pour leur donner cet apprentissage des armes, parce qu'il y a des armes nouvelles, des armes anciennes, et tout ça, il faut leur apprendre tout ça. Donc, pour leur donner une bonne formation sur ces nouvelles armes, sur ces armes, pour pouvoir aller sur le terrain, mais il faut 1 à 2 mois maximum. Ce ne sont pas des ignorants, ce sont des intellectuels, des gens qui connaissent les armes. Donc, il faut 1 à 2 mois pour qu'ils maîtrisent bien ces armes. Et donc, l'appel a été lancé le mois passé. Donc, il se peut que la fin de ce mois où nous sommes là, c'est-à-dire octobre, la fin de ce mois d'octobre, les militaires russes qui sont sur le terrain vont grandir en volume. C'est-à-dire d'autres réservistes qui apprennent en ce moment, où il y a des vidéos, ils sont dans les camps, ils sont là s'entraîner fort fort. Ils seront prêts, ils vont être envoyés sur la ligne de front. Ils vont être envoyés sur la ligne de front. Donc d'ici la fin de ce mois, ils vont être envoyés sur la ligne de front. Donc qu'est-ce que la Russie doit faire? Dans ces moments difficiles, elle doit beaucoup utiliser son aviation pour frapper les points stratégiques de l'Ukraine. Il dit frapper les infrastructures civiles, militaires, tout mélanger. Tout ce qui est bureau, les centres de commandement, tout ce qui est bâtiments administratifs appartenant aux hommes politiques de Kiev doivent être neutralisés. Quand c'est comme ça et que ça grandit en intensité avec l'aviation utilisée massivement, les missiles de croisière, les drones, vous allez voir tout de suite, ça va affaiblir l'armée. Mais la Russie ne fait pas ça. Elle ne frappe pas les bâtiments administratifs. Il y a des centres de commandement à Kiev. Elle ne s'apprend pas à ces centres de commandement. Et puis ils disent, ils savent où ces centres de commandement sont. Mais pourquoi ils ne frappent pas? Ils n'intimident pas Zelensky, c'est-à-dire là où il dort. Ils n'utilisent pas des missiles pour frapper là-bas. Ils le regardent. Les ministres de défense, ils ne les inquiètent pas. Ils ne frappent pas leur... Mais quand c'est comme ça, mais ils vont se sentir zélés. Ils vont se sentir des grands de ce monde. Ils vont dire n'importe quoi. Ils vont appeler au maître des Russes. Et donc, la Russie doit se montrer. Elle ne doit pas regarder l'opinion occidentale. Parce que c'est ça le problème de Poutine. Lui, il regarde l'Occident. Est-ce que si je fais ça, qu'est-ce que l'Occident va dire? Si je fais ça, qu'est-ce que... Et c'est ce que Ramzan Kadyrov lui a dit. Qu'il faut mettre le paquet. Il faut être brutal. Il ne faut pas titiller l'Ukraine. Il ne faut pas écouter l'Occident. Qu'est-ce que l'Occident va dire? Qu'est-ce que l'Occident ne va pas dire? Il ne faut pas écouter. Parce qu'il n'est plus question de jouer. Il faut passer à un certain niveau. Il faut être brutal sur le terrain. C'est ce qu'il lui a dit. Et beaucoup de Russes lui font ces mêmes reproches. Parce que c'est son pouvoir qui est en jeu. Il donne l'ordre de ne pas toucher Zelensky. Il donne l'ordre de ne pas toucher certains centres de commandement de l'OTAN qui se trouvent à Kiev. Il donne l'ordre de ne pas toucher des infrastructures civiles ou militaires. Et il demande à ce qu'il ne faut pas, ils vont détruire les voies ferroviaires totalement. Mais quand c'est comme ça, tu veux gagner une bataille comment? Il faut frapper partout pour déstabiliser l'adversaire. Parce que les Européens, eux là, ils sont gamés. Eux là, ils sont dans leur sérieux. Ils ne peuvent pas dépenser des milliards et des milliards et puis abandonner. Non, 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 non. Pour eux là, ils sont en guerre contre la Russie. C'est la Russie qui est là. Non, non, eux là, ils sont en guerre contre la Russie. Et donc, pour éviter que les Européens, les Occidentaux plutôt, financent Kiev, qu'est-ce que la Russie doit faire? La Russie doit neutraliser les hommes politiques de Kiev immédiatement. Même lancer une grande attaque sur la capitale pour faire tomber la capitale. Une fois que la capitale est tombée, une fois que les hommes politiques de Kiev auront fui le pays, mais vous allez voir,
Les Occidentaux, ils seront eux-mêmes, ils vont être désorganisés. Ils vont dire, mais les hommes politiques de Kiev, eux tous, ils ont fui. D'autres ont été neutralisés. On fait comment? On fait comment? Il faut négocier. Il faut négocier parce que tout va être en dépendant. Ils vont écouter maintenant les Ukrainiens, les soldats ukrainiens, soi-disant. Le peuple ukrainien vont écouter, les gens, ils vont écouter quel leader qui va leur donner des ordres pour dire combattez ceci, cela. En ce moment-là, les combats vont s'arrêter. En ce moment-là, les combats vont s'arrêter. Donc, voici le vrai danger. Mais j'ai appris que Poutine est en train d'envoyer 2000 militaires en Biélorussie en ce moment avec des matériels de guerre. Et Loukachenko a mobilisé 120 000 soldats. Est-ce que vous comprenez? Et donc, Poutine, la Russie a envoyé 2000 soldats russes en Biélorussie. Et Loukachenko a mobilisé 120 000 soldats. Objectif, attaquer Kiev. La prochaine contre-offensive qui va être lancée, il y aura une attaque sur Kiev et une attaque vers le sud ainsi que vers les deux régions Donetsk et Lugansk. Donc il y aura des attaques là-bas. En ce moment, ce sont des matériels de guerre qui viennent d'abord. Les militaires sont là se former, mais avant cette attaque, il faudrait que les autres militaires qui sont en pleine formation soient prêts. Donc en Biélorussie, il y a déjà 120 000 soldats qui sont prêts. Il y a 2000 soldats russes qui se sont ajoutés à eux. Bon, ce sont des soldats appartenant à la force spéciale russe. Donc ils sont 2000 pour compléter les forces, les militaires biélorusses. Et les autres soldats, ils vont les déployer au sud et à l'est de l'Ukraine pour lancer une grande contre-offensive pour finir avec Kiev une fois pour de bon. Mais j'ai appris que cette fois-ci, les infrastructures et même les centres de commandement à Kiev seront bombardés. Parce qu'il y a une très grande pression sur Poutine de donner l'ordre aux militaires pour faire ce qu'ils ont envie de faire. C'est lui qui bloque les choses. C'est lui qui ne veut pas que les militaires s'apprennent à certaines choses critiques. Et donc, ils sont là lui demander de donner l'ordre. Voilà, parce qu'il s'agit de l'image de la Russie, il s'agit de eux aussi, leur règne, de leur pouvoir. Parce que si Poutine tombe, le nouveau qui va venir, il va leur démettre de leurs fonctions. Donc, eux aussi, ils ne veulent pas. Ah oui, quand tu es un nouveau homme fort, tu cherches les anciens généraux. Et puis toi, tu mets tes pions. Donc, eux aussi, là, leur place aussi sont en jeu. Ils ne veulent pas perdre ça. Donc, ils mettent pression sur Poutine. Et j'espère que Poutine va enfin lever la main pour dire, bon, faites ce que vous pouvez faire. Faites ce que vous voulez. Voilà, donc voici un peu ce qui se passe sur le terrain. Voici ce qui se passe sur le terrain. Donc, ne vous inquiétez pas. D'autres s'inquiètent, l'Ukraine va libérer. Non, 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 l'Ukraine ne va pas libérer totalement. C'est différentes régions. Ouais, il y a eu des victoires tactiques, c'est très important et c'est significatif. Mais pour dire libérer tout, non, je ne pense pas. Je ne pense pas. L'Ukraine ne peut pas tout libérer. D'ici un mois, tout sera prêt. Et donc, qu'est-ce que les Russes font? Ils font un effort, les soldats qui sont là, qui ne sont pas nombreux, mais ils font un effort pour retarder les offensives de Kiev. Voilà, et ses alliés, ils sont là à retarder ça pour que d'ici la fin de ce mois, ils puissent avoir du renfort pour lancer leur contre-offensive. Donc, il y aura des contre-offensives russes qui se préparent, mais ça ne verra pas le jour avant, vers la fin de ce mois. Donc, la fin du mois d'octobre. Donc, d'ici, ils vont dire 25 ou 28 octobre, vous allez voir d'autres contre-offensives. Et numéro 1, c'est Nikolaev et Odessa, ainsi que Kiev qui seront visés. Donc, voici un peu les villes que je sais qu'il y aura des contre-offensives là-bas. Parce que j'ai appris cela. Donc, voici un peu. Bon, d'autres disent qu'ils soutiennent un truc, l'OTAN, c'est leur devoir. Je ne peux pas dire c'est leur devoir, c'est leur droit. Ils ont le droit de soutenir qui ils veulent, ce qu'ils veulent, mais je pense qu'avant de soutenir, ils doivent prendre conscience
Aujourd'hui, tout le monde vilipende la Russie. Tout le monde critique la Russie. Tout le monde dit n'importe quoi sur la Russie pour dire la Russie impériale, la Russie est ceci, cela. Mais, est-ce que vous pouvez me dire, depuis 2000, la Russie a participé à combien de guerres à travers le monde? Dites-moi le nom d'une guerre à travers le monde à laquelle la Russie aurait participé. Kékeni là. Mais c'est une ville russe. Le problème est que les Occidentaux voulaient, c'est que Poutine dit, écoutez-le, les Occidentaux ont financé les gens qui étaient en Kékeni. Des terroristes qui étaient en Kékeni. Objectif, séparer Kékeni de la Russie. Et ainsi de suite, ils voulaient faire ça à d'autres régions de la Russie. C'est certaines villes, eux ils financent ces villes, eux ils demandent aux gens de là-bas de se révolter pour demander leur indépendance, pour se séparer de la Russie. C'est comme si quelqu'un finançait Washington et demandait à Washington de se séparer du reste de l'Amérique, du Texas ou bien de trucs, comment on appelle ça, de l'Alaska, ceci, cela. Mais c'est inadmissible. Les Américains ne vont pas accepter. Donc, ce qu'il y a eu en Kékeni, la guerre en Kékeni, c'était au sein de la Russie. C'est une guerre entre les Russes. La preuve en est que les Kékens, là, ils sont russes. Est-ce qu'ils ne combattent pas pour les Russes? Hamza Kadyrov et tout, ils parlent russe là-bas. Les Kékens, ils parlent russe. Ils ont passeport russe. Ils n'ont pas passeport de Kékeni. À part, ils ont le passeport russe. Ils ont tout. Ils ont des députés à la Douma. Mais c'est comme ça. Sauf qu'ils sont musulmans. Et ils ne sont pas les seuls qui sont musulmans. Il y a d'autres citoyens russes qui sont musulmans qui habitent en Crimée, qui habitent dans d'autres régions de la Russie. Donc, à un moment donné, arrêtez. Donc, c'était une guerre interne financée par les Occidentaux. Le but, c'était de déstabiliser la Russie. Donc, une ville au sein de la Russie qui voulait proclamer son indépendance, la Russie n'a pas accepté et a refusé, a combattu là-bas pour faire régner l'ordre. Depuis ce jour, la Russie n'a plus fait de guerre. Ce qui se passait en Syrie, les Russes, ils ne se sont pas levés pour aller en Syrie pour faire la guerre. C'est un dirigeant, c'est le dirigeant syrien, légitimement élu par le peuple syrien. C'est lui-là qui les a invités. C'est lui qui les a invités, Bachar al-Assad, qui a invité la Russie pour que les Russes les aident à lutter contre le terrorisme. C'était du terrorisme international soutenu par les Occidentaux. Où il disait il y a des soldats, il y a des terroristes modérés. Depuis qu'un terroriste est modéré, des barbus qui sont modérés, mais il les soutenait. Il disait que non, c'est des terroristes modérés, il faut les soutenir pour renverser Bachar. Donc, voilà, c'est qui. Il disait n'importe quoi et puis il les soutenait. Mais qui a invité les Occidentaux là-bas? En Syrie. Mais ils ont des bases militaires. L'Amérique a eu une grande base militaire en Syrie. Elle vole le pétrole syrien. Qui a invité les Américains là-bas? Personne. Donc c'est eux qui sont les ventes en guerre. C'est-à-dire là où on ne les invite pas, là, ils vont là-bas pour installer des bases. Sur quelle loi? Ils se sont appuyés sur quelle loi internationale pour aller là-bas, pour instaurer des bases militaires. Et même ils participent, ils bombardent même les soldats du régime syrien. Ça, personne ne condamne ça. Ça, c'est légal parce que ce sont les États-Unis. Qui a condamné ça? Vous qui dites la Russie fait truc. Qui a condamné ça? La Syrie et les États-Unis. Ça fait combien de kilomètres qui les séparent, les deux pays? Mais la Syrie est loin des États-Unis. Mais ils quittent là-bas pour venir semer le désordre en Syrie. Mais l'Ukraine a saillé dans le nez des trucs des Russes. Et puis ils ont des populations en commune. Ils ont des populations communes. Il y a des Russes en Ukraine et il y a des Ukrainiens en Russie. Donc c'est deux pays frères. C'est un problème entre les deux. Ils ont eu une frontière commune. Les États-Unis sont loin là-bas. Donc voici, c'est ceux-là qui sont les ventes en guerre. Là où on ne les invite pas, ils s'en vont là-bas. Mais en Libye, là, en Libye, entre Washington et Libye, là, il y a combien de kilomètres? Entre Paris et Libye, là, il y a combien de kilomètres?
Est-ce que la France fait frontière à la Libye, avec la Libye? Mais est-ce que cela les empêchait d'aller intervenir là-bas et tuer le guide libyen? C'était un problème interne, non, entre Libyens. Et ils ont dit ils s'en vont soutenir la démocratie. À chaque fois qu'il y a truc, c'est eux qui soutiennent la démocratie. Ah donc, la Russie aussi a le droit de soutenir la démocratie, non? Parce que eux, c'est pas ce qu'ils appellent démocratie qui aux yeux de tout le monde, la démocratie. La Russie peut dire, bon, le régime de Kiev, c'est un régime dictatorial qui tue son propre peuple, donc on s'en va mettre de l'ordre. Parce que c'est ça, c'est sur ça que les Occidentaux s'appuient. En Libye, là, ils disaient que Kadhafi voulait massacrer son peuple, donc ils s'en vont mettre de l'ordre. Et c'est ce prétexte qu'ils ont utilisé pour aller tuer Kadhafi, non? En disant que Kadhafi tuait son peuple. Mais le peuple libyen a quoi en commun avec le peuple français? Le peuple libyen a quoi en commun avec le peuple américain? Mais au nom de la démocratie, pour protéger la population qui serait menacée par Kadhafi. Donc, il faut l'éliminer pour sauver la population. Mais Ukraine, le régime ukrainien qui massacre les Russes du Donbass, ce n'est pas aussi criminel? Et donc la Russie avait aussi le droit d'intervenir pour mettre de l'ordre. Pourquoi eux, ils dénoncent ça? Et puis eux, ils ont le plein droit d'aller ailleurs pour instaurer la démocratie, protéger des populations qui sont très éloignées d'eux, hein, massacrer les leaders. Mais la Russie n'a pas le droit d'intervenir. Et vous voyez ça mal. Mais je ne comprends pas les Africains. Vraiment, c'est déplorable, c'est honteux en fait. C'est honteux. Mais l'OTAN est une organisation criminelle. Ce n'est pas une organisation de paix. On dit que c'est une organisation pour défendre. L'OTAN n'est pas offensive, l'OTAN est défensive. Ce sont des mensonges. Allez-y, dites ça aux Serbes. Si l'OTAN est défensive, Serbie là, entre la Serbie et les États-Unis, il y a combien de kilomètres? Ils sont quittés aux États-Unis là-bas pour venir bombarder la Serbie. Sous prétexte que les Serbes menaçaient les Kosovars. Menacer les Kosovars, c'est quoi? Ce sont des Albanais, une partie des Albanais qui sont en Serbie. Donc ils disent non, ils sont menacés. Donc il fallait intervenir pour les protéger. Sur quel droit? L'ONU même n'a pas donné son accord. Les pays membres de l'OTAN se sont levés. Ils ont fait une coalition pour aller bombarder. Jusqu'à même, ils ont bombardé l'ambassade de la Chine en Serbie. Ils ont tué des personnels en truc diplomatique. Et ils ont dit non, c'est une erreur de frappe. Et ils ont créé un État dans l'État. C'est-à-dire, au sein de la Serbie, là, ils ont créé un petit État qu'on appelle Kosovo. Les habitants de là-bas, ils ne valent même pas 1 million. Et qu'est-ce que l'Amérique a fait? Elle a instauré une base militaire là-bas. Qui reconnaît le Kosovo à travers le monde? Il n'y a pas beaucoup de pays qui reconnaissent le Kosovo. Même entre pays européens, il y a d'autres qui refusent de reconnaître ce pays. Mais cela n'a pas dérangé les Africains qui considèrent la Russie comme... Non, qui a condamné les Américains? Qui a condamné l'OTAN? Eux, là, ils font n'importe quoi. À travers le monde, personne ne leur dit quoi que ce soit parce qu'ils se croient les maîtres du monde. Maintenant, ils s'en vont, c'est eux-mêmes qui provoquent la Russie. Ils s'en vont provoquer la Russie. Et quand la Russie réagit, oh, la Russie est mauvaise, ceci, cela, mais à un moment donné, un peu de respect quand même. La Somalie a fait quoi? Demandez aux Somaliens qui a créé le chaos en Somalie. Mais ce sont eux. Aujourd'hui, les Somaliens, ils ne se retrouvent pas. Il n'y a que les Chebabs qui sont là-bas, qui font la loi. Les Somaliens, il n'y a plus de pays somalais qui existent. Parce que la Somalie est en train de se morceler en petits morceaux. Ils créent des micro-États. Mais qui a fait ça? Ce sont les Américains. Mais la Somalie et l'Amérique, là, il y a combien de distance? Au nom de la démocratie, ils ont fait quoi? Ils ont détruit le pays, ils n'ont pas instauré la démocratie. Et puis, ils ont laissé l'Afrique, ce pays. Les gens meurent de faim. Les gens, oh vraiment, allez-y en Libye, vous allez voir les Somaliens, les gens, ils souffrent. Parce que dans leur pays, c'est le chaos, c'est la misère. Qui a fait ça? Ce sont les Américains. Pourquoi vous ne les condamnez pas? Allez-y au Soudan. Comme c'est vous qui connaissez le droit international,
le Soudan du Sud, le Soudan du Nord. Mais il y avait un seul Soudan. Qui a divisé le Soudan? N'est-ce pas les Américains? Ils ont soutenu une rébellion, ils ont divisé le Soudan. Et ils ont demandé à ce que, je ne sais pas, le Soudan du Sud proclame son indépendance. En pleine guerre. Et ils reconnaissent l'indépendance du Soudan du Sud. Ils reconnaissent le Soudan du Sud. Quelles sont ces conneries-là? Et puis, soi-disant communauté internationale, eux, ils valident ça. En pleine guerre, parce que ce qui s'est passé, les référendums qui se sont passés au Donbass, on dit non, c'est en pleine guerre, il n'y a pas eu de campagne, donc on ne doit pas reconnaître. Mais au Soudan, là, il n'y a pas eu de campagne, en pleine guerre. Les États-Unis ont dit, ils n'ont qu'à faire, les Sud-Soudanais n'ont qu'à faire un référendum, ils les soutenaient et ils ont proclamé leur victoire. Ils disent ils sont indépendants. Les Américains ont soutenu ça, ils disent créer un drapeau. Qui les a condamnés? Les Européens ont soutenu ça. Quand c'est comme ça, est-ce que ça a été fait de manière démocratique? Est-ce qu'ils ont demandé l'avis des Soudanais du Nord? Ils n'ont rien demandé. Eux, ils ont soutenu les rebelles. Et aujourd'hui, ils maintiennent la division. Ils sont quittés ici à aller diviser un pays, un grand pays comme le Soudan. Parce que ça les dérange. Quand c'est comme ça, personne ne parle. Oui, il y a un qui me parle de la Géorgie. Mais qu'est-ce qui s'est passé par rapport à la Géorgie? Le président géorgien d'alors, parce qu'en Géorgie, il y a Ossétie du Sud et Ossétie du Nord. Là-bas, là, ce sont des Russes qui sont là-bas. Quand l'Union soviétique se disloquait, ces deux parties-là ont voulu leur propre indépendance. Ils n'ont pas voulu se mélanger à la Russie, ils n'ont pas voulu se mélanger à la Géorgie. Ils ont proclamé leur indépendance. Il y a eu la guerre, mais ces deux parties-là n'ont pas été envahies. Donc en 2008, par là, je pense, entre 2008, par là, Maître Vedev était au pouvoir, c'est-à-dire lui qui est maintenant le responsable du truc de la défense en Russie. Il est le conseiller quoi, là, de la défense de la Fédération de Russie. Maître Vedev, c'est sous son règne. Pendant ce temps, Poutine était Premier ministre. Est-ce que vous comprenez? Mais le président qui était venu là, pas un coup d'État, parce que c'est suite à une révolution et orange. Qui a fabriqué ça? Ce sont les Américains. Parce que le dirigeant qui était en Géorgie là-bas, il était un président pro-russe. Les Américains ont créé une révolution orange. Et ils ont mis un soi-disant Géorgien, mais formé aux États-Unis. Comment il s'appelait même? Un soi-disant Géorgien qui a été éduqué aux États-Unis, qui a été formé là-bas politiquement parlant. Et ils le mettent à la tête du pays. Une fois à la tête du pays, l'OTAN lui demande de lancer une offensive sur Ossétie du Sud et Ossétie du Nord pour les envahir et les mettre au sein des trucs de la Géorgie. Mais ces gens-là qui sont là-bas, ils sont russes. Voilà, c'était Saakachvili. Donc Saakachvili, il prend la décision d'attaquer Ossétie du Sud et Ossétie du Nord. Mais les gens qui sont là-bas, là, ce sont des gens qui parlent russe. Leurs ancêtres sont russes. Donc la Russie, en tant que truc grand frère, doit rester là. Et puis Saakachvili et l'OTAN, soutenus par l'OTAN, vont massacrer les Russes sans que la Russie ne bronche. Mais qu'est-ce qui a poussé l'OTAN à intervenir en Libye? Ils n'ont pas dit que Kadhafi voulait tuer son peuple. Donc eux, ils voulaient mettre de l'ordre. Voilà pourquoi ils sont allés tuer ce truc Kadhafi. Donc les Russes devraient rester là, voir la population russophone être massacrée par Saakachvili et ses copains de l'OTAN, sans que la Russie ne bronche. Mais non, c'est pas inacceptable. Et donc, c'est ça, vous prenez pour dire non, la Russie est agressive. Non. Est-ce que c'est la Russie qui a attaqué premier?
C'est parce que la Géorgie a lancé une offensive. Et donc la Russie a dit non, c'est hors de question, c'est inacceptable de voir la Géorgie tuer des Russes, des russophones. Ils sont russes. Les tuer aux yeux de Moscou. Mais si la Russie laisse faire, mais ils vont tuer tous les Russes qui sont dans les autres pays. Parce que c'est comme ça, c'est comme si c'est un laisser-aller. Ils vont tuer tous les Russes. Parce que chaque pays doit défendre son concitoyen. Même si ton citoyen n'est pas dans ton pays, il est ailleurs. Là. S'il a un problème là-bas, il faut aller le défendre. C'est ça, on dit un pays défend. Mais les Américains, est-ce qu'ils laissent les Américains quelque part? Mais non. Si un Américain est menacé partout dans le monde, il défend dans cet Américain. C'est comme ça, les États forts du monde. C'est ainsi que la Russie a réagi et a mis fin à la guerre que la Géorgie avait déclarée face à l'Ossétie du Sud et à l'Ossétie du Nord. Les Russes ont frappé jusqu'à la capitale, Tbilissi ou quoi là, frappé jusqu'à arriver à la capitale pour leur demander d'arrêter. Et après, ils se sont retirés de la capitale. Et ils ont dit, ces deux régions-là, vous ne les touchez plus. On ne veut plus voir de contre-offensive venant de la Géorgie. Et d'après les informations, le dirigeant géorgien, il est en train de dire, il veut demander un référendum à son peuple pour que son peuple lui donne sa voix pour qu'il puisse lancer une contre-offensive sur ces deux régions. Mais ça, ce n'est pas de la provocation. C'est-à-dire, chose que vous aviez fait en 2008, la Russie a réagi. Vous voulez encore refaire ça. Mais s'ils veulent refaire ça, qui les pousse? C'est l'OTAN. Parce que sans l'accord des pays membres de l'OTAN, les dirigeants géorgiens ne vont pas faire le grosso modo. Ils ne vont pas faire leur grosse tête pour dire ils veulent attaquer. C'est parce que ils veulent ouvrir un autre front. C'est tout ce qu'ils savent. Ils veulent ouvrir un autre front. Et diaboliser la Russie pour dire, oh, la Russie attaque ses voisins, ceci, cela. C'est tout ce qu'ils veulent en fait. L'objectif, pousser les alliés russes, de laisser tomber la Russie pour dire, non, c'est un pays agressif et tout. Donc, ils font tout pour pousser les Russes à agir. C'est tout ce qu'ils savent faire. Donc, voilà un peu la situation. Voilà un peu la situation. Donc, ne vous inquiétez pas. La Russie va renforcer son armée dans le Donbass à partir de la fin de ce mois. Et il y aura des vraies contre-offensives. Et comme les mercenaires de Kiev, les militaires de l'OTAN ne sont pas habitués à la fraîcheur, leurs équipements militaires ne sont pas adaptés au terrain ukrainien pendant l'hiver, l'Ukraine aura du sérieux problème. Voilà pourquoi ils mettent le paquet en ce moment. Parce qu'eux-mêmes, ils savent que en plein hiver, là, leur matériel militaire ne vont pas répondre. Ils vont avoir problème de radar. C'est-à-dire, parce que quand il y a assez de neige, souvent il y a certains radars qui ne fonctionnent pas. Il y a certains missiles qui ne sont plus bien guidés. Ça perturbe le GPS, ça perturbe certains systèmes. Est-ce que vous comprenez? Puisque dans leur pays, ils ne sont pas habitués à la fraîcheur, donc ils n'ont pas conçu leurs équipements militaires à travers des terrains où il va beaucoup neiger, où il va faire moins 20, moins 30 degrés. Est-ce que, par exemple, la France qui fait des systèmes de défense ou bien des systèmes trucs, est-ce que la France tient compte de la fraîcheur si jamais ces équipements se retrouvent sur un terrain où il ferait moins 20 degrés, moins 30 degrés? Est-ce qu'ils prennent compte de ça? Ils ne prennent pas compte de ça. Ils vont tenir compte de comment, s'il fait moins degrés en France là-bas, ils vont essayer, ils vont dire, ah, ça marche. Mais sur un vrai terrain, quand il va faire moins 20 degrés, ces équipements peuvent avoir des problèmes de fonctionnement. Et donc, c'est comme ça. Et même les soldats qui combattent là-bas, les Ukrainiens, eux, oui, ils peuvent tenir parce que c'est leur pays. Mais ceux qui ne sont pas habitués, qui n'ont pas vécu en Ukraine, et que c'est dans cette opération spéciale, ils sont arrivés là-bas. Dans leur pays, il ne fait pas beaucoup froid. Et puis, ils débarquent là-bas. Et on leur dit, en pleine guerre, il y a moins 20 degrés. Il n'y a pas de gaz. Il n'y a pas de chauffage pour se chauffer. Ils font comment? Ils vont mourir de froid. Mais vous allez les voir, ils vont déposer les armes, ils vont fuir. Ce n'est pas les Russes même qui vont les chasser. Eux-mêmes, ils vont fuir de leur propre gré. Quand fraîcheur va les limer, premier jour, deuxième jour, ils vont dire, ah tiens, je ne peux pas rester ici. L'argent est bon, mais la santé est mieux. Ils vont fuir.
C'est comme ça. Parce qu'ils ne vont pas te dire, va combattre. Tu es en plein hiver, neige te tape. Toi-même, tes doigts sont congelés. Hein? Tes pieds se congèlent. Tu ne sais pas comment faire. Tu as froid. Comment tu peux combattre même? Le terrain est mou. Les chars de guerre des Occidentaux ne sont pas adaptés à ces genres de terrain. Il y aura la boue partout. Ça va s'enfoncer dans la boue. Donc si c'est trop chaud sur le terrain, ils vont abandonner leur matériel de guerre pour fuir même. Pour les abandonner. Voilà pourquoi ils voient l'hiver. Eux, ils pensent que les Russes en hiver, ils ne vont pas attaquer. Ils disent non, le terrain va, le champ de bataille va se stabiliser. Qui vous a dit? Qui vous a dit ça va se stabiliser? Parce que eux, ils comptent sur ça. C'est sur ça qu'ils disent non, ça va se stabiliser parce que s'il y a l'hiver, personne ne va encore lancer de trucs d'offensive. Tout va se stabiliser. Les Russes vont rester tranquilles, les Ukrainiens vont rester tranquilles et puis ils vont négocier. Les Russes, eux, ils ne voient pas ça comme ça. Parce que les Occidentaux font une erreur grave. Ils pensent que pendant l'hiver, les Russes vont obtempérer et que les Ukrainiens vont obtempérer et qu'il y aura... Non, c'est pas comme ça. On dit jusqu'à ce que l'hiver finisse pour reprendre les hostilités. Non. Les Russes, ils vont poursuivre leur offensive en hiver. Donc, d'ici, les Ukrainiens vont ouvrir les yeux. D'ici les 4 mois de l'hiver, ou bien les 3 mois de l'hiver vont passer, les Russes vont gagner beaucoup de terrain. D'où cette histoire d'offensive. Ils mettent le paquet, ils insistent. Eux-mêmes, ils savent qu'ils ne peuvent pas prendre toutes les villes avant l'hiver. Et que c'est une course contre la montre. Les Occidentaux savent que les Russes mobilisent en ce moment 300 000 militaires. Et que si ces 300 000 militaires viennent sur le terrain, ils vont lancer des contre-offensives. En ce moment, ce sont des matériels militaires qui viennent. Donc, ils sont conscients. Ils demandent à Kiev de mettre le paquet. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Ne vous inquiétez pas, ne soyez pas truc dans l'émotion, tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Je vous donne d'ici 2 semaines, vous allez voir la situation va commencer à changer. Sur la ligne de front, ça va se stabiliser et dans 3 semaines, vous verrez des contre-offensives qui vont commencer à se préparer au niveau du côté de la Russie. Déjà, ça se prépare. Il y a des matériels qui viennent et suite à ces matériels, les hommes vont venir. C'est-à-dire les soldats vont venir et ça va se concrétiser. Ne vous inquiétez pas. Un peu de temps, un peu de patience et tout verra le jour. On est ensemble. Non, la Russie ne peut pas perdre. Elle ne peut pas perdre. Ne vous inquiétez pas. La Russie ne perdra jamais. Elle ne va pas perdre, ne vous inquiétez pas. Alors, donc, je vais vous laisser. Je vous souhaite une très bonne nuit. Il y a d'autres qui m'ont dit, ah, Guégué, il faut parler de trucs du Burkina par rapport à ce qui se passe là-bas. Mais j'avais déjà parlé du Burkina avant-hier. Voilà, j'avais déjà parlé du Burkina et donc, oui, peut-être demain ou après-demain, on parlera du Burkina à nouveau pour voir comment la situation évolue sur le terrain. On sait que le coup d'État a été acté et tout. Il y a eu un communiqué des mutins en question. Donc on va voir. On va voir les jours à venir leurs vraies décisions qu'ils vont prendre vis-à-vis du peuple et vis-à-vis des Africains. C'est suite à ça on va les juger. On ne peut pas rester des fanatiques pour les juger parce qu'ils ont tenu un communiqué. On va dire ah, c'est des durs, ils sont ceci. Non. C'est sur le terrain, on va voir si réellement ils sont concrets ou non. Voilà, on va voir s'ils sont honnêtes. L'hiver commence en décembre. L'hiver commence en décembre, mais des contre-offensives peuvent commencer avant décembre. La Russie va commencer ses contre-offensives vers la fin de ce mois, c'est-à-dire à partir de 24-25 par là, il y aura des contre-offensives parce que un grand nombre de soldats, parmi les 300 000, voilà, seront les 300 000, une partie sera prête et l'autre partie va être ajustée dans le mois de novembre ou décembre. Donc ne vous inquiétez pas. Il y aura une contre-offensive russe vers
les 20-25 de ce mois-ci. Hein? Donc, les Ukrainiens, ils font, mais à un moment donné, ils vont avoir leurs limites. Et c'est suite à ça, les Russes vont les taper dur. Nikolaev et Odessa, hein, sont deux villes qui sont dans le viseur russe. Donc, ne vous inquiétez pas. Ahmed Diaby, il dit les Russes maltraitent nos soeurs et frères. Mais arrêtez ça, arrêtez la propagande. Qui t'a dit la Russie maltraite nos soeurs et frères en Russie? Il y a des gens même qui me suivent, ils sont en Russie. Hein. Ils sont noirs, ils sont en Russie. Laissez la propagande. Mais vous pensez qu'ici en Occident, là, on ne maltraite pas les noirs? Mais puis, mon frère, moi quand je vais souvent à Paris, là, à la porte de la chapelle, il faut aller là-bas, les noirs qui dorment au dehors, les noirs qui souffrent, ils n'ont même pas de dortoir, en plein hiver. Mais attends, toi Ahmed Diaby, moi quand je quitte en Belgique, je rentre sur Paris, c'est à la porte de la chapelle, on appelle ça porte de la chapelle, à l'entrée là. Mais va là-bas, tu vas voir des gens, des noirs qui dorment sous des ponts. Hein? Ils sont obligés, dès que tu descends, ils m'ont dit, donne-moi un peu, ils t'attrapent le truc, on l'habille, ils te demandent de l'argent. Mais c'est en France, hein, pays de droits de l'homme. Et ils souffrent. D'autres sont obligés d'aller voler, mais s'ils volent, on les fout en tôle. D'autres, on les agresse. Mais qui vous a dit, on ne maltraite pas les noirs en Europe? Mais arrêtez quand même vos conneries. On maltraite, partout il y a maltraitance. En Russie aussi, on maltraite. Ce n'est pas parce que c'est la Russie qu'on ne maltraite pas. On maltraite partout dans le monde, on maltraite. On maltraite. De la manière. Et puis il y a aussi des noirs qui vivent bien là-bas. En Occident aussi, il y a des noirs qui vivent bien. Il y a d'autres on maltraite, il y a d'autres qui vivent bien. Moi-même qui vous parle là, j'ai déjà fait centre fermé en Belgique. Mais allez-y là-bas, vous allez voir conditions de vie des Noirs. Dans les centres fermés, ce sont des prisons des migrants. On appelle ça centre fermé. Quand on te fout là-dedans, mais il faut voir de la manière dont on te traite. Mais vous rigolez, hein? Mais si vous n'avez pas encore vécu des choses, ne pensez pas que tout est bleu ou bien truc. Il ne faut pas juger ce que tu n'as pas encore vu. Parce qu'on te dit en Russie, ils sont racistes et tout. Je n'en disconviens pas. Dans n'importe quel pays, il y a le racisme. Ou bien, mon frère, Ahmed Diaby, dans n'importe quel pays, tu peux me dire qu'il n'y a pas de trucs de racistes. Mais il y a des racistes partout. Que ce soit en Belgique, ici. Que ce soit en France, là-bas. Il n'y a pas les Marine Le Pen et tout. Il n'y a pas les Zemmour. Ils sont quoi? Ce ne sont pas des racistes. Est-ce qu'il n'y a pas des militants qui les suivent? Mais dès lors que ces gens, ils ont des militants, des sympathisants qui les suivent, c'est parce qu'ils adhèrent à l'idéologie de leurs leaders. Et leurs leaders, ce sont des gens qui détestent les étrangers. Et étrangers, là, les noirs ne sont pas épargnés. Hein. Que tu sois arabe ou noir, ils détestent tous ceux-là. Et donc aussi, ces gens-là, ils arrivent à avoir beaucoup de voix pendant les périodes électorales. Vous devez automatiquement comprendre que au sein de la société de ce pays-là, il y a des racistes. Il y a des gens qui détestent les étrangers. Et donc, si par hasard, tu tombes sur un parmi ces gens-là dans la rue, mais il peut t'insulter, il peut te dire, je te dis, quand tu parles, il y a des psychopathes ici. Hein. Souvent même, tu marches au bord de la route, il est dans sa voiture, il te cogne. Parce qu'il te déteste, tu es étranger. Mais vous rigolez, hein? Vous pensez que quoi même? Oh, mais Ahmed Diaby, il faut laisser ça. Tu connais pas, peut-être même toi tu ne vis pas en Europe. Voilà pourquoi tu interprètes les choses comme ça. L'Europe, je sais que c'est bien, c'est joli, c'est pas, je n'en disconviens pas. Mais il y a des racistes ici. De la manière en Russie, il y a aussi des racistes. Donc aussi quelqu'un en Russie qui vit en Russie, qui est tombé sur un raciste, qui lui a fait du mal, il ne peut pas dire que tous les Russes sont racistes. Parce que moi, il y a des gens qui m'appellent, qui ont épousé des femmes russes, ils sont en Russie, qui ont des femmes russes, hein, qui me demandent qu'ils veulent faire un enfant. Mais il y a problème.
Est-ce que vous comprenez? Je ne peux pas citer le nom de quelqu'un. Mais il y a des Ivoiriens, ce sont des Ivoiriens même. Ils se sont mariés à des femmes russes. Et il y a des femmes ivoiriennes qui se sont mariées à des hommes russes. Tout comme des Noirs se sont mariés à des Européennes ici en Europe. Espagnoles, Françaises, Suisses, Suissesses plutôt, Belges, Allemandes, et tout ce que vous pouvez imaginer. Donc c'est la même chose, mes frères. Quand vous dites la Russie est plus que l'Europe en racisme, je ne pense pas. C'est quoi vous appelez racisme? Être raciste, c'est quoi chez toi? Je prends le cas, ce que l'Europe a fait sur les Noirs. Les Russes ont déjà fait ça, mais c'est ce qu'on appelle du vrai racisme. Qui a appelé les Européens en Afrique? Quand ils partaient en Afrique, là, qui les a appelés là-bas? Qui les avait invités? Ils sont partis là-bas de leur propre gré. En n'attrapant les Noirs pour les vendre, c'est quoi? C'est aimer, ils nous aimaient. Ce sont des bonbons, ils nous partageaient en Afrique. Quand ils faisaient la traite négrière, mais à mettre dans le truc au diaby, mais j'ai l'impression que tu es un ignorant. Hein? Je pense que même l'un de tes parents a été peut-être un esclave. Il a été déjà déporté quelque part. Ou bien quand on les déportait là, c'était des bonbons, on les donnait. Mais qui a fait ça? C'était les Occidentaux. Donc ils étaient des hommes au bon cœur. Quand ils débarquaient en Afrique, ils nous maltraitaient, ils étaient trop gentils. Ils aimaient trop les Africains, ils leur donnaient des bisous, des câlins. Mais il faut te réveiller là. Réveille-toi. C'est quoi raciste? Être raciste. Parce que quelqu'un t'a insulté dans la rue, c'est fini. Non, moi, ces genres de choses, je ne calcule pas ça. Dès lors que la personne ne te tue pas, la personne ne prend pas ta vie, et que c'est une simple truc, injure, il n'y a pas de souci. Mais des gens qui sont partis pour nous tuer, pour nous vendre, ils nous tuent. S'ils veulent te vendre, tu ne veux pas, ils te tuent, ils te jettent dans la mer, les requins te bouffent. C'est ça là, tu vas dire, ils nous aiment, mais arrête quand même, à un moment donné. Mais si tu vis en Europe, donc on va faire un peu, pas décaler là, va voir là-bas un peu, va voir vers truc, vers truc, tu vas voir les Noirs qui souffrent. Va, pas décaler. Pas décaler, c'est au nord du truc de la France là-bas. C'est pas loin du truc de la Belgique. Hein, c'est collé à Mons, la ville de Belgique, la ville belge qu'on appelle Mons là. Hein, pas décalé, c'est pas loin. Va là-bas, tu vas voir les gens qui veulent aller en Angleterre, comment on les traite. Tu vas voir comment on les maltraite. Quand tu vas quitter dans ton Paris où tu es là, et puis tu penses que la France se limite à Paris, parce que tu vis à Paris, c'est fini. Mais sors de Paris, tu vas voir les autres villes, comment tes frères noirs ou tes soeurs noires sont traités là-bas. Et tes yeux vont s'ouvrir. Parce que il ne s'agit pas de rester là pour faire truc. Non, sors de là où tu es. Peut-être tu ne voyages pas. Depuis que tu as quitté truc, la Côte d'Ivoire ou bien, je ne sais pas, ton Mali, tu as débarqué à Paris, c'est fini. Tu ne vas plus quelque part. Paris, je suis parisien, je suis parisien. Mais non, déplace-toi. Va dans, sillonne les villes du pays où tu es et tu vas découvrir ce qui se passe en dehors de Paris. Même à Paris, même là. Je dis, porte de la Chapelle, va là-bas. C'est dans Paris, là. Il faut aller là-bas, tu vas vérifier. Pour voir si tous les Noirs sont à l'aise. Si tous les Noirs, ils sont heureux. À un moment donné, il faut arrêter quand même tes conneries, là. Peut-être que tu es ignorant, tu n'as jamais voyagé en dehors des trucs de Paris, tu n'es pas encore allé quelque part en France là-bas, et tu es là, ouais, je suis parisien, mais bouge. Bouge, tu vas voir que la France ne se limite pas à Paris, et qu'il y a des bêtises ailleurs. Quand tu vas voir ça toi-même là, tes larmes vont couler, tu vas comprendre le pays où tu es. Et puis tu dis, les Russes. Bon, sur ce, je vous remercie. Passez une très bonne nuit et prenez bien soin de vous en ensemble.